Bonjour et bienvenue dans notre atelier. Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Thibaut Nussbaumer et Patricia Motte, souffleurs de verre, ou comme on l'a vu dans l'épisode d'introduction, verrier à la main. Thibaut et Patricia sont les premiers artisans non parisiens que j'interviewe. Ensemble, ils ont créé la marque Tipeee Atelier. Lorsque je suis arrivée chez eux, Thibaut était en train de travailler sous 35 degrés. Je me suis beaucoup amusée à les photographier. La chaleur qui régnait dans l'atelier n'a pas du tout plu à mon appareil photo qui, à plusieurs reprises, m'a mise une alerte « Attention, appareil en surchauffe ». C'est vous dire la température qu'il faisait. Cet épisode a été enregistré dans la cour de l'atelier. On y entend le vent toulousain, les voitures, les oiseaux, les enfants et surtout, les avions. J'espère que ces bruits sonores ne vous embêteront pas. Avec Thibaut et Patricia, on aborde de nombreux sujets. Ils nous expliquent qu'ils ont choisi d'être souffleurs de verre sans avoir l'ambition d'être millionnaires, le SMIC étant leur objectif. Comment, avec le temps, ils ont pris confiance en leur artisanat pour imposer leur prix. Ils nous parlent également de la FAT, la Fédération des artisans d'art de Toulouse, qui est une association qu'ils ont créée pour rassembler les artisans toulousains et environ. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Je vous souhaite une belle écoute. Merci de m'accueillir, Thibaut et Patricia. Ça me fait très plaisir d'être là, puisque enfin j'interviewe des gens de Toulouse. Et ça, franchement, ça me fait chaud au cœur de montrer l'artisanat toulousain. On est resté. Alors, on va commencer peut-être par ce fameux rituel que j'ai imposé sur les préjugés. Donc les préjugés du souffleur de verre. Donc le premier préjugé qu'on peut avoir, c'est tout ce qu'on met au recyclage peut être réutilisé pour ressouffler du verre. Alors dans une moindre mesure, à l'atelier, nous c'est ce qu'on fait. Quand on prélève la matière, il reste toujours un petit peu de verre sur les cannes. Donc les cannes, c'est les tubes dans lesquels on souffle. Et ce verre-là, on l'a payé tout simplement. Et mécaniquement, il n'y a pas de contre-indication de le refondre et de le réutiliser, hormis qu'il est moins pur que le verre de base et qu'il est coloré aussi. Un peu plus sale, quoi. Un petit peu plus sale, entre guillemets. Et du coup, nous, on le réexploite sur certaines collections. Et du coup, ça permet de valoriser à quasi 100% toute la matière qu'on achète. Puis ça permet de donner une deuxième vie à ces déchets-là. Pour rebondir sur ce préjugé-là, tout ce qu'on trie dans la bouteillerie industrielle, d'après les chiffres qu'on a, c'est une dizaine de pourcents qui serait utilisé pour refusionner et refaire vraiment des bouteilles. Parce que la sélection du verre bleu, du verre marron, du verre transparent, du verre vert, c'est extrêmement long. Et chimiquement, pour refaire un verre limpide d'une seule couleur et une couleur qui est d'autant plus normée, parce que chaque Heineken veut un verre très précis, tous les industriels ont besoin d'une continuité comme ça, ils ne vont pas accepter d'avoir des marbrures dedans. Et du coup, il faut partir quasiment obligatoirement, ou en tout cas pour respecter le prix unitaire de la bouteille finale, partir de matières premières brutes, et malheureusement très peu de recyclage. Donc les bouteilles qu'on va mettre dans le tri, si c'est refondu, ça peut devenir rarement du verre à vitre, ou après c'est du remblai d'autoroute, ou du verre pilé. Du remblai d'autoroute Ouais. Je sais pas ce que faire les routes pour en dessous du bitume. pour faire du Ouais. niveau, des choses comme ça. En gros, en fait, en soi, oui, le verre peut être refondu à l'infini. Ils font la pub là-dessus, ça c'est tout à fait vrai. Mais une fois qu'on commence à mélanger plein de verres, en fait, bah non, parce qu'en fait, chaque verre a un coefficient de dilatation, chaque verre est différent, en fait. Donc du coup, voilà, en fait. Donc en soi, oui, dans la réalité, en fait, un peu moins, quoi. Mais on le jette pas dans la nature, on potentiellement s'en sert pour des trucs qui n'ont pas besoin d'être esthétiques. Oui, après ça peut être du remplissage. Je sais pas, je pense que dans le bâtiment il y a beaucoup de réemploi comme ça de cette matière-là brute qui est peut-être mélangée à du béton, ce genre de truc. Puis en soi, c'est pas une matière qui est mauvaise, hein, même si elle est remise. C'est stable, c'est du minéral. Donc en soi, même les oxydes métalliques qu'on utilise pour colorer et donner certaines teintes, dans l'eau il y a du fer, du cuivre, des trucs stables. Après il y a du plomb, il y a de l'étain, il y a des métaux lourds, il y a du cadmium, il y a du sélénium, il y a des trucs sales, mais à partir du moment où c'est fusionné,
c'est inclus dans la matrice vitreuse et il n'y a plus de danger, quoi. Ok, très bien. Le deuxième préjugé qu'on peut avoir, c'est pour être souffleur de verre, il faut beaucoup de souffle. Ça, c'est vrai qu'on l'entend souvent et paradoxalement non, tout simplement parce que c'est plus de l'endurance physique que vraiment du souffle, parce qu'en soi, pour souffler une pièce, tu as pu le voir tout à l'heure sur les gobelets, c'est un volume que je souffle en 2 ou 3 fois, qui doit correspondre à 20 centilitres à tout casser. Et entre ce que je souffle et ce qui gonfle réellement, avec la dilatation de la chaleur, je ne sais pas exactement ce que ça représente, mais on peut estimer ça entre le simple et le double. Donc en fait, pour souffler 20 centilitres que je souffle en 3-4 fois, c'est des petites bouffées de 2-3 centilitres à chaque fois. Donc ça en soi, c'est pas grand-chose. Hormis sur des grosses pièces qu'on va souffler d'un coup, ce qui est aussi hyper rare, parce que si on souffle d'un coup, on ne maîtrise pas forcément la déformation de la bulle. Toutes les autres opérations de fabrication, même si c'est gros, c'est gonflé progressivement. Donc en soi, il n'y a pas besoin d'avoir d'énormes poumons. Je ne suis pas particulièrement bien doté à ce niveau-là. Il n'y a pas un concours d'entrée de poumons à l'école de verre. Donc à partir du moment où c'est chaud et mou, ça gonfle. Et la preuve, on a plein d'initiations enfants avec des tout petits qui soufflent, qui ont 4 ans, 5 ans et qui n'ont aucun problème. Et qui ont des tout petits poumons qui marchent très bien. Voilà, donc non. Moi qui suis asthmatique, je pourrais faire souffleur de verre. Absolument. Très bien, moi j'en suis ravie. Tu pourrais gonfler. Après, ce qui est peut-être plus long, plus dangereux ou plus difficile, c'est l'atmosphère chaude. S'il y a des problèmes respiratoires, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être gênant. C'est plus sur ce côté-là. Après, la quantité de souffle n'est pas importante. Oui, parce qu'en fait, par audio et même par vidéo, on le ressent pas, mais dans votre atelier, il fait très très chaud. Tu viens un jour, il fait 35 dehors déjà, donc... Oui, on est à Toulouse, hein, c'est pas rare. Mais oui, c'est clair que c'est des conditions qui sont, je vais pas dire... je sais pas si j'aurais tendance à dire jusqu'à hostiles, mais qui sont difficiles quand même. Oui, c'est assez extrême quand même. Ouais. Quand il fait chaud, après, sinon... c'est relativement agréable sinon. Et l'hiver encore plus. Ouais. Mais voilà. Hormis les jours vraiment de canicule comme ça où là on sent que c'est difficile, sinon le reste du temps on est content d'être en short et en t-shirt toute l'année quoi. J'avoue, t'es en short et t-shirt toute l'année. Un autre préjugé, un troisième préjugé qu'on peut avoir, c'est est-ce que vous pouvez souffler ma fenêtre? Non. Ça suffit. Non mais c'est vrai, on a beaucoup eu de demandes comme ça un peu farfelues ou des vases de salle de bain. Qu'est-ce qu'on a eu comme truc un peu vraiment fou Des porte-revues. Des porte-revues qui seraient faits avec du verre plat un peu cintré. On a eu de tout quand même, quand on a eu beaucoup de choses. Des cuillères à riz. Ah oui. Des cuillères à riz? Oui. Ah, c'est spécifique. C'est spécifique, ouais. Je n'ai aucune idée. J'avais jamais vu ni entendu parler d'un truc comme ça. Puis, c'est vrai qu'on s'en rend compte souvent en initiation. Ça, c'est en initiation et on se rend compte que oui, les gens en fait connaissent pas toutes les techniques qu'il y a à l'intérieur du verre parce qu'il y en a beaucoup et que du coup, en soufflage à la canne, on peut pas tout faire. On part d'une bulle qui est soufflée, qui est déformée. Donc non, on peut pas faire des choses avec beaucoup d'angles. On peut pas. Il y a plein de choses qu'on peut pas faire finalement. Ok. Donc pour le pare-brise, non. Malheureusement, pas de fenêtre. Déçu, hein. J'aimerais bien aimer avoir un pare-brise de luxe. Après, ça s'appelle un vitrail et dans la technique du vitrail, on peut inclure des pièces qui sont soufflées. Il y a la cive, c'est tout simplement un disque. En fait, c'est une bulle qu'on vient centrifuger qui au fur et à mesure s'ouvre et qui donne une forme comme ça. Et cette forme-là, on peut la sertir dans un rail de plomb et l'inclure à un vitrail qui est fait à partir de morceaux plats. Puis on peut même imaginer avoir des bulles un petit peu en volume qui sortiraient du plan du vitrail. Okay. Ça, c'est envisageable. Du coup, les cives, ou même quand on disait tout à l'heure, voilà, il y a encore des vitraux qui sont faits à partir d'une bulle soufflée, mais ça donnera pas un pare-brise, quoi. On peut avoir du verre plat grâce à ça, mais c'est tout, quoi. Ouais. Le vitrail, vous pouvez encore travailler avec des vitraillistes. Enfin, vous le faites pas. On a déjà fait quelques cives pour des vitraillistes. Ok. Mais vraiment sur demande, sur des petites demandes d'artisans locaux, quoi. Ouais, mais du coup, en fait, ça augmente le prix du vitrail. Considérablement. Ouais. Mais le vitrail, de toute façon, il n'y a que 2 créneaux. C'est soit la restauration, sur subvention régionale ou quoi, soit de la création. Bienvenue à Toulouse. Et c'est un beluga ou pas?
Au bruit, je dirais que oui. On a les petits oiseaux aussi. Est-ce que vous pouvez faire du verre effet miroir ? Alors oui, d'ailleurs il y a plusieurs options pour ça. La première, c'est d'utiliser des poudres ou du verre coloré. C'est souvent enfin non, c'est même pas souvent des noirs. Il y a certaines couleurs où il y a du nitrate d'argent à l'intérieur. Et ce nitrate d'argent-là, il va se révéler sous une atmosphère réductrice. Donc tout ce qui est physique et chimie a une grosse influence dans le travail du verre. Et pour obtenir ces colorations-là, en fait, il y a les oxydes réagissent d'une certaine façon et ça renvoie la lumière. Donc ça c'est faisable. Après, l'autre option pour faire vraiment du miroir, c'est de l'argent liquide qui est versé sur le verre. Donc il y a tout un processus ultra rigoureux de nettoyage du verre, ensuite d'un premier produit qui permet l'accroche de la solution argentée. Après il y a un vernis l'argenture. Donc c'est le procédé d'argenture et c'est ce qu'on trouve au dos de tous les miroirs du commerce. Mais ça, c'est pas nous qui allons le faire après. Ça, c'est un fournisseur à part, c'est un prestataire à part, parce que c'est du produit chimique, c'est extrêmement toxique, ça prend de la place et si on veut faire ça bien et proprement, il y a énormément d'équipements à faire et ça se destine pas à l'artisanat en tout cas, pas à des petites structures. Après les miroiteries, il y en a qui le font quoi, voilà. Ok. C'est encore un autre. Ok. Et donc mon dernier préjugé, c'est que vous êtes très peu de souffleurs de verre en France. Oui, ça par contre c'est vrai et on a beau avoir la question régulièrement, on tient pas vraiment un carnet de savoir combien il y a d'ateliers qui tournent, parce qu'il y en a qui ferment, il y en a qui ouvrent, il y en a qui sont en collectif, il y a pas mal de souffleurs de verre formés, mais tous n'ont pas forcément un atelier parce que ça correspond pas à tout le monde, il y en a qui sont plus itinérants, il y en a qui ont des plus petits ateliers ponctuels ou itinérants, mais on estime grosso modo qu'on est à un atelier de verre soufflé par département, plus ou moins. Ok. Il y en a où il y en a 0, il y en a où il y en a plusieurs. C'est à peu près ça la fourchette, quoi. On est loin du quota de la boulangerie, quoi. Ouais. Tout à l'heure, vous m'avez dit, il y a 3 écoles de souffleurs de verre en France. Les compagnons fait partie de ces écoles ou pas ? Il n'y a pas de souffleurs de verre chez les compagnons ? Non. On n'a pas d'infos là-dessus. Ok. J'ai jamais vraiment creusé. On sait pas pourquoi. Après, le fonctionnement, il est un peu similaire en termes de formation. C'est qu'il y a les écoles, on passe des CAP, on passe des BMA qui forment aux bases. Et après, acquérir les techniques, ça se fait en passant d'atelier en atelier. Ouais. Donc le fonctionnement c'est exactement le même. C'est juste qu'il n'y a pas l'appellation. Il n'y a pas ce réseau quand même. Le compagnonnage, c'est quand même très... Ouais. Il n'y a pas en verre. Ok. Mais le verre est un microcosme qu'on pourrait comparer au compagnonnage. Et du coup, en termes de réseau, en termes d'entraide, en termes de conseils, en termes de savoir-faire qui vient des anciens qui transmettent, on est sur exactement le même schéma, sans l'appellation, et peut-être beaucoup moins ritualisé, en tout cas. Ah bah oui. Le verre en général et pas seulement les souffleurs de verre. Je sais pas, moi je parle des souffleurs de verre parce que c'est ce que je connais le mieux. Le reste du verre, c'est probablement différent. Mais il n'y a pas non plus de compagnonnage en vitrail, il n'y a vraiment pas de compagnonnage en verre. Ouais. Ok, je mènerai mon enquête. Ouais. Il y a plein de rumeurs qui existent, mais aucune n'a été vraiment... Voilà, je crois que la dernière en date, c'est la construction d'une cathédrale style Notre-Dame. Il se trouve que les verriers avaient 2 bouteilles de vin par table et pas les autres. Et du coup, ils ont été évincés des compagnons à cause de ça. C'est des vieilles histoires, en fait. Je doute que ce soit hyper fondé. Ouais, les légendes urbaines. Ah tiens, d'ailleurs, il y a un préjugé auquel je pense, qu'on peut déconstruire aussi, qui est que le verre de vitrail, par exemple, surtout quand on démonte des vitraux, il y en a qui pensent que le verre, il coule à la longue. Parce qu'en fait, les pièces il y a toujours des surépaisseurs sur le verre artisanal dans le vitrail, et tout simplement, la partie la plus épaisse, on la met vers le bas, pour éviter qu'elle perturbe l'équilibre. Et on a eu souvent la question, oui, alors, paraît-il que les vitraux, comme ça, ils se tassent un petit peu, il y a la matière qui est sujette à gravité, et donc non, tout simplement, c'est une
C'est une technique de c'est pose. une technique J'ai jamais eu cette pratico-pratique. Voilà. C'est bizarre. C'est bizarre de se dire que là, votre four, il est à 1400. Mais sur une fenêtre, par contre, il peut fondre. Mais c'est pas juste une fenêtre, c'est sur 600 ans. Donc sur 600 ans, ça va, oui, effectivement. Ouais, donc ça. non. Du verre basse température, ça n'existe pas. On sait par contre qu'avec le soleil et que le verre, en Angleterre, il y avait un bâtiment qui était fait tout en verre et avec le soleil, ça a fait un reflet, un angle et ça a fait fondre le tableau de bord d'une voiture pour de vrai. Hein. Donc ça n'empêche que... Oui, non, mais ça, c'est l'effet de loupe. Voilà, l'effet de loupe avec le verre, ça peut quand même avoir des trucs de fou. Voilà. Comme les fours solaires. Ouais. Si tu pourras regarder ça aussi, si tu fouilles. Salut. La joie d'être installé en ville, on a les petits voisins qui nous font des coucous de temps en temps. Et du coup, les fours solaires, ils ont mis au point une espèce d'imprimante 3D comme ça, en plein Sahara, où avec une lentille, le soleil, ils arrivaient à faire fondre le sable. Trop stylé. Donc comme quoi, et donc à faire du verre. Et donc à faire un amalgame de masse vitreuse. C'est pas du verre, c'est pas transparent, mais la silice du sable, oui, ça correspond à peu près à ça. Ok. Voilà. Trop bien. Donc j'en viens au sujet qui nous intéresse encore plus que le verre, c'est vous, Thibaut et Patricia. La première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Thibaut, j'ai 32 ans, je souffle depuis que j'ai 19 ans. Ok. Et donc ça fait un petit moment. Je viens d'Alsace, je me suis formé en Lorraine principalement. On a monté l'atelier Tipeee en 2017, après avoir être passé par différents ateliers pour se former. Et puis on a eu envie à un moment de travailler sur nos propres collections, dans notre propre atelier. Voilà. Et comment tu as découvert le soufflage du verre ? C'était un hasard, c'est un prof, on a fait tous les deux art appliqué au lycée. Et moi, quand j'étais en terminale, il y a un prof qui nous a emmenés à Meisenthal qui est en Moselle. Et c'est un atelier qui a été construit dans une ancienne halle verrière, parce qu'il y a une grande tradition verrière dans cette zone de la France. C'est un centre qui accueille régulièrement des designers pour remettre la matière en question, essayer de la pousser un petit peu plus, voilà. Et du coup, nous, on a joué aux petits designers en terminale, à faire des croquis, les artisans réalisaient ça. Puis bon, spontanément, on est tous un peu attrapés par la magie du verre, le truc qui brille, ça luit, ça bouge tout seul, c'est un peu vivant et tout. Et voilà, j'ai eu envie d'essayer, j'ai postulé à Baccarat après pour un apprentissage, j'ai été pris et voilà. Okay. 13 ou 14 ans après... Et Baccarat, c'est votre école là où vous êtes rencontrés ? Non, Baccarat, c'est la cristallerie, une des plus grandes cristalleries au monde, qui est du coup au fin fond de la Lorraine. Ça fait partie des structures qui peuvent accueillir régulièrement des apprentis, parce que c'est quelque chose de dilué sur la charge globale, ça s'y prête beaucoup mieux qu'un petit atelier artisanal. Ouais. Et elle s'appelait comment votre école où vous êtes Le CERFAV. Le CERFAV, Centre Européen de Recherche et de Formation aux Arts Verriers. Ok. En Lorraine, près de Nancy. Ok. Et donc toi, Patricia ? Du coup, moi, Patricia, donc, comme Thibaut disait, on a fait art appliqué. Moi, après, j'ai continué un peu. J'ai fait un BTS dans le Nord. Et là, je me suis rendu compte vraiment que je voulais travailler plus la matière. J'en avais marre de travailler sur des planches, sur l'ordinateur. Et après, le verre, c'était un peu par hasard. Il y a mon voisin qui était vitrailliste, qui avait été prof justement dans cette école, au CERFAV. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'école. Et ensuite, là-bas, j'ai découvert du coup les différentes techniques parce que
Au CERFAV, on n'apprend pas que le soufflage. Il y a le vitrail, il y a la pâte de verre, la déco, et maintenant il y a même le chalumeau de laboratoire. Donc du coup, moi, je suis pas spécialisée en soufflage à la canne, mais en pâte de verre. Donc voilà. Mais après, voilà, là-bas, tout le monde se rencontre. Après, chacun choisit son option dans ce qu'il veut faire. Moi, ça me correspondait plus parce que moi, j'aime bien avoir les mains sales, j'aime bien pitouiller. Et le soufflage de verre, c'est un très beau métier, mais il faut beaucoup de patience, beaucoup de technique. C'est juste, ça correspondait pas à mon caractère. Mais voilà. Tu peux peut-être expliquer ce que c'est la pâte de verre ? La pâte de verre, alors ça va plus faire penser à la fonderie. En fait, on va travailler de la cire. Une fois qu'on a notre forme en cire, on va couler un plâtre autour, un plâtre réfractaire qui supporte la chaleur. On va le mettre à descirer, donc c'est-à-dire que la cire va couler. Donc on va avoir un moule avec du vide à l'intérieur. Et donc sur ce moule-là, on va mettre du verre qui va fondre du coup dans un four comme un four de céramiste. Et donc en fait, on va se retrouver à la place d'avoir la cire, d'avoir l'objet qui est en verre. Donc c'est une technique qui est vraiment encore plus rare que le soufflage à la canne. Mais où du coup il y a encore moins de débouchés et qui prend vraiment du temps. Donc voilà, c'est une chouette technique, mais en soi, voilà, difficile de vivre que de ça, quoi. Donc c'est pour ça que c'est cool d'avoir un atelier de verre plutôt collectif où du coup voilà, il y a plusieurs techniques. Dans l'atelier, si on peut expliquer peut-être le rôle de chacun. On fait pratiquement que du soufflage. Thibaut va s'occuper vraiment, il va gérer la production. Moi je vais juste l'assister. Et Thibaut, il s'occupe aussi de tout ce qui est commande sur mesure des professionnels. Et après, moi, du coup, je vais m'occuper plus de tout ce qui est communication, comptabilité et de tout ce qui est boutique. Voilà, en gros. Et Thibaut aussi du bricolage. Si on a des choses de casser, ça va être Thibaut aussi. Voilà. La maintenance. Ouais, parce qu'il faut être aussi quand même pas mal calé. Parce qu'on ne peut pas appeler un réparateur qui va nous réparer notre four de fusion ou notre arche. Donc voilà, il faut aussi savoir un peu tout faire, quoi. La rareté des installations, ce qu'on voyait là sur le territoire français, ça fait aussi que tous les outils sont très pointus ou très spécifiques, ce qui fait que les personnes qualifiées pour les réparer ou pour en faire la maintenance sont rares, voire inexistants. Et paradoxalement, le four de fusion, il n'existe pas un réparateur agréé qui va savoir exactement comment ça fonctionne. Et même si moi, j'y connais rien, ça reste moi le plus qualifié pour intervenir dessus, parce que c'est moi qui l'utilise, même si je sais pas comment ça fonctionne, même s'il y a un truc qui plante, on se retrouve les manches et on croise les doigts pour que ça reparte, que ça se rallume, sans trop de dégâts, quoi. Après, pour les collections, pour l'esthétique des collections, on fait souvent ça à deux en général. On part d'une idée, on l'agrémente. Après, il y a quelques collections où ça va être que Thibaut ou plus moi, ou voilà. Mais voilà, les collections Tipeee en général, sinon c'est nous. Très cool. Et vous m'expliquez que votre matière première du verre et vos machines aussi, elles sont allemandes, c'est ça ? Principalement, c'est des fournisseurs allemands pour les couleurs et le verre transparent de base. Tout simplement parce qu'en France, on a les savoir-faire, mais c'est des savoir-faire qui restent dans les usines, dans les grandes manufactures, où ils ont leurs chimistes en interne. Ils achètent la silice, tous les ingrédients, ils font leur propre verre ou leur propre cristal, mais qu'ils ne vendent pas. Les Allemands ont pris ce créneau-là et ils font ça très bien. C'est un métier à part de cette chimie de couleurs, etc. Et c'est hyper polluant aussi, ça fait plein de poussière. Donc c'est pas quelque chose qu'on avait envie de gérer ici et c'est pas des compétences qu'on a, tout simplement. Après, pour les machines et les outils, ça vient un peu de partout. Le four vient du Danemark. On a beaucoup d'outils en bois ou en métal qui viennent d'Italie. Le petit four il vient d'Espagne. Portugal. Moi, ça m'étonne que vous puissiez travailler sur du bois. J'ai l'impression que ça va cramer, moi. Le sol ? Mais ça crame. Les moules ou le sol ? Les moules, ils sont en bois. Il y en a. Et la table, elle est en bois, non ? Non, là où on roule les poudres, non, ça c'est de l'acier. La fonte d'acier. Ouais. Okay. Ah oui, non, là, ce serait pas gérable. Non, là, effectivement, ça cramerait. Ouais. Okay. Les outils en bois qu'on utilise, ils sont toujours humides. Donc en fait, il faut pas les utiliser longtemps. On les retrempe dans l'eau à chaque fois, que ce soit des moules, que ce soit des maillotches ou des formes dans lesquelles on fait rouler la boule de verre. Et forcément, ça se creuse à la longue, mais on les économise en étant humide. Okay. Et cette humidité-là, en fait, comme c'est complètement gorgé de flotte, à chaque fois qu'on va rouler dedans, il y a d'abord un gros nuage de vapeur qui sort avant d'attaquer le bois. Donc en fait, on a quelques petites secondes qui économisent l'outil. Ok. Voilà. Il y a une question qui me vient là, peut-être sur les préjugés. C'est quoi la différence entre le verre et le cristal ? C'est tout simplement la composition chimique. C'est défini comme cristal, je crois, à partir de 18% de plomb dans la composition chimique.
Ok. Voilà. Et c'est plus fragile Pas du tout, c'est plus lourd parce que le plomb pèse. C'est pas plus fragile, même mécaniquement, c'est peut-être même plus costaud, je pense, avec le plomb. Ça permet une tendreté à froid pour la gravure. La taille. Et la taille, pour venir enlever la matière. Et c'est aussi pour ça que tout ce qui est service en cristal, c'est hyper taillé, hyper décoré. Et du coup, on dit souvent qu'il y a un son aussi. C'est peut-être le son est cristallin, en fait. c'est la finesse. On peut obtenir exactement la même résonance avec du verre, tout simplement. On peut faire aussi fin un verre. On peut le faire aussi fin en verre qu'en cristal. Oui. Et pourquoi on le fait pas plus souvent? Parce que souvent c'est fait au moule, c'est fait quoi. Nous on peut pas avoir aussi fin. Il y a des procédés, le cristal ça se prête très bien à des grosses structures industrielles, ne serait-ce que par l'utilisation de plomb et de maladies liées au plomb. Du coup il y a tout un système sanitaire autour, des douches pour les employés, etc. Chose qu'on peut très difficilement avoir en artisanat. Après, il y a tout un outillage qui est lié au cristal qui est très fluide mais qui fiche très vite. Et du coup, ça permet, en soufflant dans des moules, d'avoir une paroi extrêmement fine, mais du coup, c'est pas, comme tu as pu le voir là, c'est pas ouvert à chaud. Là, on fait une bulle qu'on resserre, on casse la connexion, on ramollit, on réécarte les parois. Là, pour le coup, en usine, c'est soufflé avec un excédent de matière sur le haut. Et cet excédent-là, ils viennent couper juste dans la partie la plus fine. Et ça, c'est pareil, c'est un équipement, c'est coupe, polissage et tout, chose qu'on n'a pas ici non plus. Ok. J'ai une question sur le business model. Donc, c'est un peu de savoir, vous travaillez plus avec des entreprises, avec des particuliers. Vous avez parlé de collections, mais du coup, vous vendez des collections. La personnalisation représente combien de pourcentage de vos projets, etc. Alors, en gros, nous, à peu près 40% de notre chiffre d'affaires, c'est les initiations. Ok. Donc déjà, c'est une grosse partie. Et ensuite, nos collections, ça va être presque 50%. Et le reste, les 10%, ça va être le sur-mesure. Après, c'est en train d'évoluer parce que du coup, on a commencé où c'était 100% pour les particuliers. Et plus le temps passe, plus on a quand même des commandes de professionnels. Il y a des mois où ça va représenter bien plus que 10%. Et puis, il y a des mois où ça va représenter très peu. Vu que c'est souvent des grosses commandes, donc forcément, ça fait une grosse part quand c'est une grosse commande dans le chiffre d'affaires du mois. Les professionnels, c'est quel type de profil ? Professionnel ou particulier, commande sur mesure, ça peut être les deux. En fait, c'est plus... Quand on le dissocie de l'achat de collections que nous on propose, collections, et après, il y a le sur-mesure. Qui peut être particulier ou pro, du coup. Là, par exemple, ce soir, on avait, par exemple, des pros, et l'autre monsieur, c'était un particulier. Mais les deux sont des projets sur mesure. Ma question par rapport aux professionnels, c'est quand on parle de soufflage de verre, j'imagine forcément verre, carafe, etc. Est-ce que vos professionnels, c'est plus des restaurants ? Non. Ou en fait des entreprises auxquelles on pensait pas du tout. Ouais, plutôt ça. C'est plutôt ça parce que nous spontanément on se disait tiens on va essayer de garnir les plus belles tables de Toulouse avec du verre et en fait non, pour plusieurs raisons toutes simples parce que on n'a pas des marchés. On n'a pas des marchés. Ensuite on s'est aperçu que les grandes tables c'est souvent peu de tables. C'est des restos qui sont chics, chers mais qui ont finalement peu de tables, donc même si on mettait si on devait faire 10 carafes, ça reste que 10 carafes. Donc en soi, c'est pas hyper porteur. Au-delà de ça, eux, ils ont des contraintes de nettoyage et de casse. Si ça se casse, c'est compliqué. Là, s'ils prennent un service de 20 verres, s'ils en cassent un, on va pas leur en offrir un. Oui. Parce que nous, ça va nous coûter le même prix d'en refaire un, tout simplement. Pour les restaurateurs, c'est pas hyper intéressant, quoi. À développer pour de la déco, on avait quand même déjà eu des demandes de devis d'un grand restaurant à Paris. Mais c'était plus photophore ou des centres de table éventuellement. Ouais. C'est carafe plus déco que utilitaire. Carafe, pourquoi pas ? On a aussi eu quelques. C'est peut-être du carafe à vin. Ouais. Il y a un marché quand même, parce qu'il y a quand même des entreprises en France qui bossent quand même un peu pour les restaurants. Je sais qu'à Fluide, ils bossent quand même un petit peu pour les restaurants. Et nous, on connaît quelqu'un qui fait de la céramique qui bosse aussi beaucoup pour les restaurants. Donc je pense qu'il y a quand même moyen de développer un peu. Mais finalement, nous, dans nos professionnels, c'est pas du tout les restaurateurs. Ça va être souvent des entreprises un peu qu'on s'attendait pas du tout. Je repense à l'agriculteur qui faisait la sève de bouleau ou à des commandes comme ça un peu loufoques. Vous avez eu un agriculteur ? Qui nous a commandé des fioles pour pouvoir mettre de la sève de bouleau quand c'est la période. Donc, on a des demandes, Et du coup, le projet, c'était d'envoyer ça, de faire des caisses réfrigérées
envoyés toutes les semaines. Donc il y avait 7 fioles, avec une fiole par jour, comme ça. C'est des doses en fait, il y a des cures en fait de sève de bouleau. C'est à la mode. Ils voulaient toucher un public élitiste. Ouais. Avec une boîte en bois marquetée, avec le logo de la ferme et tout. Voilà. Après, du coup, on a fait des contenants sur mesure. Ça devait être trop cool. Après, on a eu la mairie de Toulouse quand même, là. Oui. La mairie de Toulouse, c'était pourquoi ? La réfection de la place Saint-Cernin, et juste à côté, il y a un petit jardin qui s'appelle le jardin de Cartaillac, et dans lequel ils avaient envie de faire un écho au trésor de Saint-Cernin. Donc du coup, on a fait de l'inclusion de feuilles d'or dans des sortes de dômes comme ça qui vont être scellés au sol. Ouais. Voilà. Ils ont pas peur que ce soit détruit ? Détruit, non, parce que c'est une masse hyper épaisse. Ok. Et puis en vrai, qu'est-ce que tu vas faire chez toi avec une boule, même s'il y a de l'or, bon, en soi. L'or, il peut pas être extrait. Voilà. Ils peuvent pas en faire grand-chose, quoi. Ok. Sachez que l'or ne peut pas être extrait. Ne les volez pas. Ok, très cool. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter ? Oui. Oui. Dans les anecdotes plutôt drôles ou plutôt légères, on a un contact privilégié avec les enfants qui viennent faire des initiations. Des adultes aussi d'ailleurs, mais souvent les enfants c'est plus touchant parce qu'il n'y a pas de filtre, c'est plus spontané. Et il y a plein de gamins qui reviennent, qui sont à fond, qui connaissent. Qui veulent être souffleurs de verre. Qui veulent devenir souffleurs de verre. Les pauvres, ils savent pas dans quoi ils veulent s'embarquer. Ils vont grandir, ils vont peut-être changer d'avis. On espère pour eux. Et du coup, ils reviennent à l'atelier, ils connaissent les outils par cœur, ils connaissent le procédé par cœur. Il y en a même qui sont allés jusqu'à demander aux parents de prendre des photos pour pouvoir faire un exposé à l'école, pour présenter le petit objet qu'ils ont fabriqué eux-mêmes, qu'ils ont soufflé eux-mêmes, avec un petit peu d'aide. Mais et voilà, c'est très touchant. Et dans ces cas-là, on sent que développer les initiations, ça a été... on a eu raison de tenir bon là-dessus et de mettre en place ce qu'il fallait pour que ça puisse être bien accueilli, quoi. Et ça a deux objectifs en fait, parce que en effet ça sensibilise les enfants et ça se trouve vous allez faire de futures personnes éco-responsables qui aiment les choses bien faites. Mais j'imagine que ça sensibilise aussi les parents qui se disent c'est toujours mieux quand c'est fait. Oui, après les parents qui viennent, ils sont déjà sensibilisés en fait. Ils recherchent déjà une activité. C'est vrai. C'est vrai que je pense que mes parents, malgré le fait qu'ils soient assez écolos et qu'ils m'aient éduquée dans ça, je pense que si... Bon après, moi je viens de la grande campagne, mais je suis pas sûre qu'ils se seraient dit « Ah Lisa, on va te faire du soufflage de verre, ça va être trop bien !» C'est plus « On va te faire du piano !» Classique quoi. Mais c'est trop bien, hein, franchement. Je pense que c'est comme ça qu'on fait changer un peu les mentalités. Ouais, tout à fait. Et puis il y a un côté, le projet de l'atelier, c'était aussi déconstruire certains préjugés ou certaines images du coup de l'artisanat français qui étaient assez vieillissants. C'était très marqué années 80. Il y a quelque chose. Donc on a cette remarque aussi que nos collections sont épurées, un peu plus digestes. On nous dit mais on peut faire ça en verre. Oui, on n'est pas obligé de mélanger 50 couleurs dans un... c'est pas obligé d'être rose pâle et d'avoir une forme de fleur. Voilà, ça peut être pop, ça peut être plein de choses. Ouais. Les personnes, en arrivant ici, on peut leur donner une nouvelle image du verre et on peut aussi leur montrer tout ce qu'il est possible de faire en fait. Parce que beaucoup d'ateliers en France sont légitimement placés dans des endroits touristiques et du coup, toute la production s'en ressent ou est un peu définie par ça. Il y a des pièces exceptionnelles sur lesquelles ils s'éclatent, mais ce qui se vend, c'est du petit, du pas cher et forcément pas hyper épanouissant à faire. Une fois qu'on est enfermé dans ce schéma-là, c'est compliqué d'en sortir ou de démarcher autre chose. Là, ici, à l'atelier, on voulait pas ça, on voulait sortir du folklore aussi un petit peu, parce que les gens viennent pour voir des démos. Ici, ils viennent pour nous voir travailler. Et ça, on insiste énormément sur cette nuance. Enfin, de mon point de vue, est au cœur de tout, quoi. On ne fait pas de la démo, on bosse, quoi. C'est un métier. C'est pas une attraction. C'est pas du spectacle, quoi. Voilà. Même si c'est un métier spectaculaire. C'est spectaculaire, mais c'est pas du spectacle.
c'est que c'est compliqué, c'est technique à mettre en œuvre, et que derrière, oui, ça a un coût. Et que ce coût-là, finalement, quand les gens viennent à l'atelier, on n'a plus besoin de l'expliquer parce qu'ils voient à quel point on transpire et que le prix se justifie, quoi. À partir de quand tu t'es senti à l'aise dans ton métier, Thibaut ? Je pense depuis que j'ai l'atelier. Là. Ouais, c'est quand même assez récent. Là, il y a une certaine indépendance qui est marquante et qui, du coup, dans l'évolution qui est assez notoire. Mais là, je me sens capable, techniquement, de faire beaucoup de choses et assez proche de ce que j'ai en tête. Je connais ma marge de manœuvre, je connais mes capacités, alors qu'avant, il y avait les ambitions étaient clairement au-dessus de mes capacités. Et ça, c'est hyper frustrant. Ça fait partie de la complexité de l'apprentissage où les 2-3 premières années, c'est bouse sur bouse, on casse, on refond et on repart. Mais t'as vachement progressé même là depuis les 3 ans de Tipeee. Ah oui. Ouais. Au début, le sur-mesure, t'aurais pas pu faire tout ce qu'on te demande maintenant. Non, j'ai compris beaucoup de choses ici en travaillant, mais c'est en travaillant tous les jours et en se plantant beaucoup, quoi. Même les collections, maintenant, on a pratiquement pas de casse quand on fait nos propres collections. Je me souviens que les premiers mois, la première année, on cassait quand même. C'est à quel moment que tu casses, en fait ? C'est au moment de... Ce qui est magique avec le verre, c'est que ça peut péter n'importe quand. C'est la magie du verre, ça. Alors, ça peut casser. Alors ça peut casser quand il est figé à partir de 600 degrés dans ces eaux-là. Après, la bulle, elle peut se comporter à partir du moment où c'est mou, elle peut se replier sur elle-même. Ça peut ne pas bien se comporter. Petit bourrelet. Déjà au moment où on souffle. Ensuite, des surépaisseurs qui compliquent un peu le truc. Souvent après, c'est au transfert d'axe là, quand on vient détacher la pièce. Le coup du ponty, là, si... Il faut que la personne qui apporte le ponty, son ponty soit soit chaud. Il faut que la pièce au fond soit aussi soit chaude. Pour ça aussi, fusionne. ça prend un peu pour se réajuster. Il faut avoir bien tranché pour bien que ça se détache. Sinon, c'est pareil, sur les goulots ou d'autres choses, tu peux avoir des pièces qui se détachent de travers. On pourrait faire voir des verres, du coup, qui ont une ouverture comme ça penchée. C'est à la base des défauts, mais qui peuvent faire leur style, non ? Oui, en soi. Oui. Bah, après... Même financièrement, soit si la pièce elle est irrécupérable, tant pis, on en fait le deuil. Si des fois elle tombe, elle éclate. On essaie de tout sauver, nous. Okay. Et après, on va en vue d'atelier. Voilà. Les gens, ils aiment bien après avoir des pièces un peu bizarres. Voilà. Ouais. S'il y a juste le bec qui est un peu tordu, c'est un peu hors collection, mais on le met sur le coin sur l'étagère des bizarreries. Et puis... Avant qu'on enregistre, on parlait toutes les deux, Patricia, et tu m'expliquais un peu votre installation à Toulouse et le fait que vous, votre ambition, c'est pas de devenir millionnaire en étant souffleur de verre, mais de vous payer le SMIC, ce qui est déjà pas mal, ce qui en 3 ans n'est toujours pas le cas. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer les raisons qui font que vous espérez pas plus que le SMIC aujourd'hui ? Alors déjà, le verre soufflé, ça demande une énergie. Le gaz, pour nous en particulier, ça peut être aussi l'électrique. Nous, c'est un peu les deux parce que l'autre est électrique. Donc du coup, on a déjà des charges fixes d'atelier qui sont énormes en fait. Donc pour pouvoir rentabiliser un atelier de soufflage, il est clair que je connais aucun souffleur qui soit riche. Du coup voilà, donc même si on travaille financièrement, on est riche de plein d'autres choses. Ouais, c'est ça en fait. C'est joliment dit. Le discours est rodé. C'est ça. Après, c'est sûr que dans tous les cas, mais je pense que peu importe les artisans, que ça soit un céramiste ou autre chose, je pense qu'on le fait pas pour gagner de l'argent. C'est quoi, pour gagner beaucoup d'argent, c'est sûr que non. On le fait parce qu'on aime ce qu'on fait, on le fait parce que c'est une passion, on le fait parce qu'on n'a pas l'impression des fois de venir travailler. Après, on sait que voilà, côté rentabilité, non, c'est sûr, faut pas être artisan si on veut avoir un gros salaire, quoi. Donc oui, nous, l'objectif, c'est ça. À terme, un jour, ça serait d'avoir un SMIC. On n'en est pas encore là. Après, voilà, l'atelier fait quand même que on paye nos charges, on rembourse notre crédit, on arrive quand même à se verser un petit salaire fixe chaque mois, qui est déjà pas mal, hein, en soi. On connaît d'autres ateliers de soufflage qui n'ont pas réussi à faire ça. Donc voilà, doucement, mais sûrement, on se dit, voilà. La matière première, c'est cher ? Non, la matière première, c'est rien. C'est quasiment rien, c'est un peu moins de 2 € le kilo. Enfin, pour le verre transparent, en tout cas, c'est un peu moins de 2 € le kilo livré à l'atelier. Mais ça peut aller entre 20 et 50 € le kilo pour les couleurs. Ça, par contre, ouais. Mais c'est la configuration artisanale fait que les couleurs sont chères au kilo parce que c'est des barres de couleurs qui sont très denses et on en utilise très peu. Ok. Ce qui permet c'est saturé
en oxyde, ou bien chargé en tout cas, et ça permet d'en utiliser que très peu pour colorer plusieurs pièces, quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, à peu près en énergie, gaz et élec, on en a à peu près rien que pour 1 000 € par mois, rien que d'énergie, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Et après, je sais pas, oui, tous les indépendants, tous les gens vous diront qu'après, voilà, il y a plein de choses qui se rajoutent à ça, hein. Il y a le loyer, le crédit, le salaire. Ce qui veut dire salaire veut dire charge sociale. Ouais. Donc, si un jour on gagne un SMIC, il faut imaginer que il y a qu'on paye pratiquement le double. Hein. Du coup, c'est quand même énorme, quoi, hein, par mois, hein, ce qu'il faut sortir pour ça. Ouais. Et pour se rendre compte un peu, tu dis 2 € le kilo. Pour faire un verre, il faut combien de quantité ça dépend des verres, mais je pense qu'on doit être à 200 grammes. Peut-être même pas, non. Je pense qu'il y a certains, ils doivent être à dépend 100 des grammes verres, à tout quoi. casser. Ouais. 100 grammes en comptant le verre le peu de verre qui reste un petit peu sur la canne. Ok. Ce qui coûte cher, c'est les énergies et la main-d'œuvre. Ça, Ouais. c'est les principaux. Et encore, on a la chance, avant, on payait hydrolien. la TVA. On est repassé sous un autre statut pour. Vu qu'on avait moins d'investissement, de matériel, de choses comme ça, on est repassé sous un autre statut pour éviter de repayer en plus 20% de TVA. Ouais. Sur tous les produits, quoi. Parce que oui, on dit, ah oui, 20 € c'est cher pour un verre, mais 20 €, vous enlevez déjà la TVA, ça fait 16 €. Ensuite, voilà, il faut quand même qu'on paye les charges. Voilà. Donc, ouais, en fait, finalement, il nous reste pas grand-chose, quoi. La preuve, on se paye même pas un SMIC. Voilà. Ouais. L'énergie solaire, c'est pas du tout envisageable Difficilement. pour Bah, faire pour 1400 l'amortir, degrés. pour l'amortir, il faut réfléchir différemment. Après, je désespère pas d'un jour avoir le temps de me pencher sur la méthanisation, utiliser du biogaz et peut-être pas avoir un four aussi gros qui tourne H24, mais d'avoir une petite unité comme ça de production de méthane et à partir de compost ou quoi, ce qui est tout à fait envisageable. Après, c'est clair que on n'est pas sur des consommations identiques. Il faudrait revoir un petit peu à la baisse, mais ça peut être un atelier mobile de démonstration qui tourne à l'huile de friture ou au biogaz, quoi. Ouais. À noter que nous, on a un atelier qui est petit quand même. On a un four de fusion qui est petit. Hein. Il y a d'autres ateliers. Ça, c'est petit, ça. Il y a d'autres ateliers, ils ont 1 500 € de gaz par mois. Donc nous, on a un petit atelier comparé à d'autres souffleurs de verre. Ouais, moi, je trouve ça pas petit déjà, mais c'est un peu la problématique de pas mal d'artisans, c'est qu'en fait, t'as la production, le stockage, tout ça, ça demande de l'espace. Ouais. Et encore, vous avez de la chance parce que du coup, vous êtes allé à Toulouse. Mais quand t'es à Paris, bah, généralement, t'as pas les moyens de te payer un loyer. Donc, t'es en banlieue. Du coup, personne te connaît. Bah, du coup, il y a des gens qui font des podcasts, Voilà, des interviews exactement. pour nous faire connaître. C'est le but. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut reconnaître un objet qui a été soufflé et un objet qui n'a pas été soufflé? Souffler comment? Alors là, il y a deux questions dans ta question. Ah, Ce qui a été, tu veux dire, industriel ou artisanal ou soufflé, parce que soufflé, c'est des dérivés de bulles. Donc une bouteille, c'est soufflé, un verre, c'est soufflé, un bol, c'est soufflé. Après, il y a le travail massif de sculpture où du coup, c'est pas soufflé, c'est façonné à chaud, mais c'est pas soufflé. ok. Toi, c'est sur une pièce soufflée, comment on reconnaît? Ouais, sur une pièce soufflée. Alors, tout simplement, en fait, le verre industriel, on le voit sur n'importe quelle bouteille, il y a
il y a plein de petits picots, il y a des reliefs, il y a la couture aussi du moule, c'est-à-dire que tous les moules en fait s'ouvrent en 2, 3, voire 4 parties pour les formes les plus complexes, et du coup ce truc-là, comme le verre ne bouge pas au moment de la mise en forme, on voit cette couture-là. Soufflet fixe. Et ça c'est du soufflet fixe, effectivement. Les moules qu'on a ici dans lesquels on souffle, on appelle ça du soufflet tourné, et en fait en tournant, ça gomme cette couture de moule et ça disparaît. Après, à savoir qu'on peut très bien avoir une pièce où il y a une couture qui a quand même été soufflée par un artisan. Ouais, donc c'est compliqué en fait. C'est compliqué, c'est pas... Mais... tout ce qu'on peut identifier, c'est la bouteillerie industrielle de la bouteillerie artisanale. En gros, s'il y a une trace de ponty, s'il y a une trace où on voit qu'il y a eu un truc qui est détaché, ça c'est que c'est fait à la main. S'il y a un tampon, c'est que c'est fait à la main. Ou si le fond est un peu écaillé. C'est que c'est fait à la main. Si t'as une trace du ponty. Du ponty, c'est l'endroit où vous détachez la pièce. Ouais, c'est le nombril de transfert. C'est joliment dit ça. Le nombril de transfert. Ok. Et si c'est par exemple une bouteille de bière comme j'achète dans le commerce, il y aura quand même la couture. Oui, forcément. Tu regarderas. À chaque fois, il y a des textures. Il y a la contenance. Il y a la marque du goulot. Tout ça, c'est normé parce que la capsule doit s'adapter. Tout. Ouais. Il y a la contenance, même le numéro du moule. Et d'ailleurs, c'est marrant, les verres Duralex là, avec l'âge au fond. Oui. L'âge, c'est le numéro du moule. Comme ça, s'il y a un défaut sur un verre, ils savent quel moule regarder. Étant donné qu'il y en a 90. T'es en train de casser un mythe d'enfant. On déconstruit. Quoi, oui, j'avais pas 37 ans. Souvent, quand même, du coup, les verres industriels ont cette couture et souvent c'est du fixe parce que souvent, voilà, il y a un truc d'écrit qui fait que ça va pas être de la révolution. Et est-ce que la couture dans un moule fait par un artisan et la couture dans un moule industriel est la même? Ça dépend des formes et ça dépend de comment on démoule la pièce du moule. Ok. Après, un moule fixe chez un artisan, c'est quand même rare, mais ça peut arriver sur des pièces un peu exceptionnelles. Mais c'est quand même plus rare d'avoir chez des artisans des pièces en soufflet fixe. Parce que je vais raconter un peu ma vie, mais la dernière fois, je me suis acheté une Dame Jeanne. Ouais. Donc, je sais pas si tout le monde sait, moi j'ai appris il y a pas très longtemps ce que c'était qu'une Dame Jeanne. C'est une grosse bonbonne dans laquelle on mettait de l'essence, si je me trompe pas. De tout. C'était du contenant, grosse bonbonne du vin, de l'huile. Ouais. Et je l'ai acheté à un brocanteur. Donc je me suis dit, bon, normalement c'est bon. Et là j'ai vu la couture et je me suis fait arnaquer. Et du coup la question c'est, est-ce que je me suis fait vraiment arnaquer? Tout dépend comment il te l'a vendu. Est-ce que c'était quelque chose d'artisanal ou pas? C'était quelque chose d'ancien. Ce qui est tout à fait possible. Oui, c'est ça. C'est tout à fait possible. Ouais. Industriel et ancien, c'est possible. L'industrialisation et la mécanisation de process en verre, ça date de 1800 et quelques. Hein. Les Dames Jeanne, principalement, elles sont faites industriellement ou par des artisans. Maintenant, oui. Avant, elles étaient faites par les artisans, mais sans moule. Du coup, les contenants, c'était un peu plus aléatoire. Et les formes aussi. Il n'y avait pas cette couture-là. C'est juste une Dame Jeanne, en fait, c'est juste une bulle qui s'étire, qu'on aplatit au fond. Et c'est ça, ces formes-là, dodues, avec un col un peu élancé. C'est la forme spontanée du verre qui coule, qui s'étire, dans lequel on souffle. Après, elle peut être ancienne, avoir vraiment eu de l'essence, de l'huile ou du vin, et qu'elle soit faite... Donc il faut juste que je regarde son nombril, quoi. S'il y a des coutures, il n'y aura pas de nombril, a priori. Ah ouais. Putain, alors je sais jamais. Parce que le nombril de transfert, il se fait pour travailler l'ouverture. Et les Dames Jeanne, en général, elles ont l'ouverture, le goulot, il est rarement retravaillé. Ouais. Donc si elle a la couture, en général, c'est que c'est pas... Si elle a la couture, en général, tu peux aller regarder jusqu'à la couture du goulot. Et tu verras que sur la tranche du goulot, il y a une couture aussi. Il y a une couture des deux parties du moule et il y a une couture dessus de la mâchoire qui maintient le goulot. Ok. Au cas où, on en a une là, si tu veux.
comparé. Je regarderai, ouais. Une de brocante aussi. Et vous n'êtes pas fait avoir? Si, quoi, nous on s'en fout de... C'est juste... C'était intéressant de voir la forme, c'est des formes particulières, et il n'y a pas de valeur particulière en soi, mais après c'est intéressant de voir comment c'est fait, même de pouvoir présenter et expliquer, de dire voilà, nous on fait ça, si vous voulez quelque chose de fixe, il faut avoir ce type de pièce, etc. Voilà. Oui. Et c'est... Ça par exemple, Dame Jeanne, toi tu fais pas, c'est trop gros. C'est trop gros, en fait, je le ferai sur mesure. Du coup, on a répondu aussi à comment on reconnaît de l'artisanal de l'industriel. Mais c'est pas aussi tranché que ce qu'on pourrait croire. Le mieux, c'est qu'il y a un tampon, une signature. Parce que du fait main en grande série, ça existe. Oui. À Ikea, c'est marqué soufflé à la main. Soufflé-bouche. Soufflé-bouche. C'est soufflé-bouche en Chine ou en Pologne. Mais c'est soufflé-bouche. Mais ça peut très bien être soufflé-bouche dans un moule. Oui. À des cadences infernales. À des tarifs sous-payés, etc. Donc la frontière est mince. Hein. Et l'analyse, elle peut pas être aussi manichéenne, quoi. Ok. Mais ce coup du ponty là, si aussi les lèvres là, si elles sont arrondies, là ici tu vois cette ligne là. Ouais. Si c'est arrondi et que c'est un petit peu irrégulier, tu peux être sûr que ça a été ouvert à la main. Ok. Ah ouais. Pareil, si tu vois les traces là, tu vois ça, les traces là, ça c'est les traces d'ouverture du fer. Ça, si tu vois ça, en général, c'est que c'est fait à la main. Ah ouais. Ok. Parmi les projets que vous avez lancés quand vous êtes arrivé à Toulouse, vous m'avez parlé d'une association, la FAT. Est-ce que vous voulez m'en parler? Thibaut, qui est président de la FAT, va s'en charger. C'est ce qui incombe à la fonction. Donc, oui, je peux la présenter. Du coup, dans les grandes lignes, on a, pendant les GEMA, donc les Journées européennes des métiers d'art 2018, on s'est rendu compte que le public toulousain, en tout cas, était assez peu sensibilisé au GEMA, contrairement aux Journées du patrimoine qui sont beaucoup plus médiatisées. En tant qu'artisan d'art, on a besoin d'être reconnu, parce que du coup, en espérant en vivre, il y a un moment, il faut que ça se vende. Pour que ça se vende, il faut que le public ait la culture de l'objet, de la technique et du bel objet qu'on va garder pour plus longtemps qu'un service de verre industriel. Et du coup, pour toucher ce public-là, on a vu et on s'est rendu compte avec d'autres artisans d'art de Toulouse qu'il manquait un repère pour la clientèle, pour le public, qui serait une sorte de label, en fait, un peu comme une à terme, ce serait d'avoir une boutique dans laquelle on trouverait que de l'artisanat d'art. Parce qu'on s'est tous retrouvés à faire des boutiques de créateurs contre lesquels on n'a rien du tout, mais c'est pas du tout le même engagement, c'est pas du tout... ils n'ont pas forcément un four de fusion qui tourne 24 heures sur 24. Pour la plupart, ils font un job à côté, alimentaire, donc ça, ils font ça le dimanche, ils s'éclatent bien. Enfin, voilà. C'est pas le même investissement, et en face, c'est pas le même prix. Du coup, on se retrouve parfois à vendre du verre à côté de lingettes de bébé ou des savons. Voilà. Donc du coup, c'est pas du tout la même gamme de prix. Ou de la brocante, prix. même si on adore la brocante, mais il y a aussi des boutiques où on mélange un peu de tout, et du coup, les gens se perdent un peu quand même. Ouais. Ouais, entre le verre neuf ou le verre de brocante, qui sont pas forcément vendus pareil, c'est la même matière. Voilà. C'est quoi la différence? Quelle est la différence? Pourquoi c'est plus cher? Tout ça. Donc, cette association qui est la FAT, donc FAAT, pour Fédération d'artisans d'art de Toulouse, a pour but de fédérer les artisans, déjà pour être plus forts ensemble, de créer un réseau d'expertise technique aussi. À partir du moment où quelqu'un vient démarcher un professionnel, certainement, il y aura plusieurs corps de métier qui seront reliés, donc les solutions pourront peut-être arriver plus vite. Et au-delà de ça, ça permet d'avoir un lieu dans lequel on puisse présenter
expliquer au public. Donc il y a un côté pédagogique et un côté de vente qui puisse être expliqué. Et libéré aussi, parce que du coup la plupart des boutiques sont sur un mode de permanence, donc ça veut dire qu'on paye des loyers, on perd une journée ou 2 ou 3 ou 4 par mois de production parce qu'on doit aller sur la boutique pour économiser, pour partager le temps, etc. Ça aussi c'est quelque chose qui a été un gros frein et problématique au lancement, parce que du coup on perdait une journée, du coup il fallait trouver une production que je puisse faire seule, pendant que Patricia était dans une boutique, et du coup libérer tous les artisans d'art en payant quelqu'un dont c'est le métier, parce que vendre c'est un métier, on ne sait pas forcément bien se vendre, on fabrique comme on peut, ce qu'on aime c'est déjà pas mal, et on peut pas être partout, on peut pas tout savoir faire, et du coup à un moment on voulait se professionnaliser et puis avoir une vitrine digne de ce nom, parce que à Toulouse il y a du pouvoir d'achat et il y a certainement un intérêt à partir du moment où on le met en avant. Nous on le voit avec les initiations et la fabrication en général, les gens sont réceptifs. Donc il n'y a pas de raison que ce projet-là de vitrine soit... Surtout aussi de se regrouper entre nous, de se donner aussi les bons plans, les subventions de la région, les concours, les marchés qui fonctionnent pour les artisans d'art. Les bons plans et les mauvais plans, les plans galères. Les plans galères, oui, c'est vrai aussi. Les clients qui ne payent pas, les fournisseurs de douteux. Oui, en fait, du coup, on a des groupes, on a aussi un Facebook où on se partage aussi les infos pour que ça soit visible par tout le monde. Et puis, le gros projet aussi de la FAD, c'était quand même, du coup, de créer une carte pour Toulouse, en fait, avec les artisans d'art qui étaient localisés dessus pour que les gens puissent se balader vraiment. Parce que les GEMA, normalement, c'est ça. Les gens, ils se baladent, ils font un parcours, et voilà. Donc, si on n'a pas de carte, c'est vrai que pour les gens, c'était plus difficile. Donc là, c'était aussi de renforcer un peu tous les artisans d'art de Toulouse. Et puis on a aussi senti un déclin. A priori, il y a 10 ans, les GEMA étaient hyper suivis à Toulouse. Après, il y a eu une baisse de motivation et de soutien politique aussi, tout simplement. C'est qu'à cette époque-là de l'année, il y a plein d'autres choses qui sont mises en avant dans les abribus ou les 4x3. En communication aussi. Il faut aussi communication. Et du coup, cette problématique-là, elle est... Nous, on n'était pas là, donc on ne sait pas. Mais nous, tout ce qu'on sait, on a commencé à faire les GEMA en 2018 et on était franchement très très peu. On était quoi, une quinzaine sur Toulouse. Là, maintenant, cette année, on est 30, donc aussi, on en parle. On s'en parle entre nous, tout le monde s'inscrit et du coup, voilà. Et du coup, parce que des artisans d'art, on s'est rendu compte qu'il y en avait plein, mais qui ouvraient pas pour les GEMA parce qu'il y avait très peu de monde, parce que du coup, comme il n'y a pas de médias, comme il n'y a pas de pub, les gens se déplacent pas, donc du coup, les gens n'ouvrent pas, donc du coup, les gens ne savent pas qu'il y a des métiers d'art en ville. Et voilà. Parce que oui, pour les gens, les GEMA, c'est sur un week-end, dont le dimanche en fait. Donc c'est-à-dire que nous, on travaille bénévolement, on ouvre nos ateliers pour partager au public. Oui. Mais voilà, c'est aussi de l'investissement personnel. Donc c'est vrai que les gens, ils n'avaient pas forcément envie s'ils savaient que derrière, il n'y aurait personne, quoi. Mais voilà, en étant plus fort, en motivant tout le monde, il y a plus d'ateliers. On a une carte, bon, cette année, ça a été annulé, pas de chance. Mais ce sera l'année prochaine, et voilà. Et on espère qu'à Toulouse, ça sera plus connu, quoi. C'est vrai que moi qui ai grandi j'en parlerai peut-être à mes parents, mais moi qui ai grandi à Toulouse, pas souvenir. Mais Toulouse... Et c'est par contre, j'ai découvert ça quand j'ai travaillé à Paris. Et à Paris, c'est tellement développé que c'est des GEMA par quartier. Et ça, c'est trop cool, parce qu'en fait, les gens se choisissent un quartier et font les artisans du quartier. Je regarde votre carte, là. Je vois pas d'artisans... briquetier, je me dis. Briquetier. J'ai découvert qu'à Toulouse, je voulais trop en interviewer un artisan qui faisait des briques. Mais c'est super. Et tu sais quoi, maintenant, en fait, toi aussi, maintenant qu'on en a parlé, c'est aussi du coup ton rôle d'en parler, vu que tu vas rencontrer plein d'artisans, de leur dire que il y a une asso qui vient juste de se monter, ça fait que quelques mois, donc elle est pas très connue. Mais que ils peuvent aller sur le Facebook, ils peuvent envoyer un petit message, et du coup, normalement, nous, on essaie de faire une réunion par mois. Okay. Donc ça n'a pas encore repris. Ça n'a pas encore repris à cause du confinement. Ça reprendra, je pense, en septembre. Monsieur le Président, vous avez une réunion il n'y a pas très longtemps. Tout à fait. Membre du bureau. Et du coup, ces réunions-là sont ouvertes à tous les artisans. On change de lieu à chaque fois, donc ça nous permet aussi de nous rencontrer. Mais après, la FAT n'est vraiment pas connue, même sur les artisans. Donc c'est sûr que si on peut en parler, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les artisans d'art. Voilà. La FAT, je trouve ça trop stylé comme nom. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a Atelier d'Art de France, du coup, qui a un peu ce rôle-là, avec l'image, du coup, de défendre. Mais c'est national, quoi. Donc, du coup, nous, on avait besoin sur Toulouse ou dans la région, il y a un gros enjeu dans l'artisanat de se faire des relations locales pour, justement, comme vous dites,
y a un particulier qui vous apporte sa lampe qui est cassée, il y a un besoin d'un ferronnier pour refaire un pied et besoin d'un souffleur de verre pour refaire le globe, vous avez besoin de contact, quoi. Exactement. Oui. Même parfois pour une commande, pour du sur-mesure ou pour de l'outillage. Après, on renvoie aussi des fois les clients. Ou les personnes, parce que spontanément, il y a plein de personnes qui nous amènent des pièces qui sont faites avec une technique de chalumeau, ou du vitrail, ou d'autres trucs en verre, ou pas forcément en verre, et qui disent « Ah oui, je voudrais ci, ça, ça. » Ah oui, alors nous, du coup, on fait que le verre, mais par contre, si vous voulez tel ou tel truc, il faudrait aller voir cette personne-là. Une fois que tout est accordé, on rediscutera avec cet artisan pour mettre au point le globe qui va sur cette structure-là. Voilà. Puis c'est aussi pour avoir aussi un poids au niveau politique, en fait, pour contacter les mairies, pour contacter la chambre des métiers de l'artisanat départementale ou régionale. Du coup, c'est vrai qu'en collectif, on est plus entendu. Là, on a réussi à se faire énoncer parce qu'on était une association. Donc voilà. Là, les élections, il y en a un que vous, en tant qu'artisan, vous défendez ? Vous n'êtes pas renseigné ? Est-ce qu'il y en a un qui nous défend ? Il me semble pas, sinon il serait venu nous rencontrer. Oui, ici, il y a quand même un parti qui est plus proche, on va dire, de Carole Delga, qui, elle, fait beaucoup pour la région, qui n'est pas le maire actuel. Donc, on pencherait plutôt pour ça, voilà, qui est plus proche, voilà, parce qu'on a la chance d'avoir une présidente de la région, Carole Delga, qui est vraiment, par contre, elle, très, très investie dans les métiers d'art. Et du coup, je ne sais pas si tu sais, mais du coup, il y a eu un pass métier d'art qui a été mis en place dans la région toute Occitanie et qui aide les artisans d'art. Donc, voilà. Et ça, on lui doit beaucoup, quoi. On peut financer ce qu'on veut. On peut financer un salon, on peut financer du matériel, on peut financer de la communication. Voilà. C'est vraiment pour soutenir et pour développer nos petits ateliers, quoi. Donc, on a de la chance quand même dans la région. Voilà. On a une chambre des métiers d'artisanat régionale qui est vraiment qui nous soutient, une présidente de région qui nous soutient. Bon, c'est sûr que la mairie de Toulouse, un peu moins. Mais la chambre des métiers de l'artisanat, la CMA de la Haute-Garonne, oui. Elle parce que je sais qu'il y a certaines CMA qui font des boutiques, justement. Alors nous, non. La CMA de Toulouse, non. Non, eux n'organisent pas ça. Je sais pas, par manque de place, peut-être par manque d'effectifs, ou par manque d'organisation, ou par manque d'intérêt, tout simplement, parce que c'est quand même sacrément chronophage. On le voit, nous, dans l'organisation et tout. Mettre ça en place à l'échelle départementale, dans un lieu où c'est quasiment que du bureau, où là, du coup, à Boulevard Las-Crosse, à chaque fois, c'est plein de monde qui vient déposer des papiers, récupérer d'autres papiers. Ah oui, la CMA, tu veux dire ? Oui, puis la CMA, ça ne pas forcément non plus comme lieu. Oui. Ah, mais pas là-bas, je pense. C'était juste, est-ce que quelqu'un de la CMA peut, tu vois, ça serait plutôt ça. Ah oui, parce qu'il y a Karen, elle est à la CMA et elle est spécialisée en métier d'art. Mais après, je crois ils sont pas nombreux, elle doit être seule ou à deux, quoi. Donc, je sais pas dans les autres régions, du coup, ceux qui ont monté ça, j'aimerais bien savoir quelle est leur organisation. Mais je pense qu'en fait, ça dépend des volontés politiques et du budget ou du temps alloué et des effectifs alloués. Et je pense que ça dépend beaucoup du maire, en fait. J'ai fait une interview avec une vitrailliste. Du coup, je me suis pas mal renseignée sur tout ce qui est budget de la culture. Et il y a un gros enjeu dans le vitrail, c'est justement la fameuse restauration. Et j'ai appris, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, qu'en France, on est le pays qui a le plus de kilomètres carrés de vitrail au monde. Ah ouais ? 90 km² de vitrail. Et en fait, le gros problème, c'est qu'on ne met pas l'argent. C'est dû à deux choses. Déjà, est-ce que le président donne du budget à la culture et est-ce que la culture donne du budget à la rénovation, à la restauration. Et ensuite, il y a aussi, est-ce que les maires font en sorte de restaurer leur patrimoine ? Parce qu'en fait, c'est chaque maire qui va gérer le patrimoine de sa ville. Est-ce qu'ils ont tous le budget ? Je suis pas sûre. Après, nous, on a déjà eu des demandes, là, il n'y a pas très longtemps, peut-être d'un maire. Du coup, on a réaiguillé pour justement la restauration de vitraux. Donc, il y en a. Après, c'est sûr que je pense que le budget passe dans autre chose, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie... Sachant que Toulouse est quand même une ville qui a beaucoup de lieux de culte, d'églises cathédrales et tout ça. Est-ce que ça fait partie de l'envie politique du maire Je pense que, peut-être pas l'envie, mais la nécessité, parce que c'est un bien culturel. Saint-Cernin, ils l'ont fait quand même. Saint-Cernin, je sais qu'il y a eu une grosse restauration là. Oui, mais ça, c'était plus la place, plus que les vitraux.
Oui, non, mais non, du coup, non, c'est non, le non, maire, non, 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 les vitraux aussi, puisque... Ah, si, c'est, oui, c'était Clairenne, Scarine ouais. qui était dessus, et il y avait un gros chantier, ils ont dû appeler du monde. Mm. Donc ça, je sais que ça a quand même été fait. Ouais. Après, je pense que, légalement, quand il y a un bâtiment qui est aussi classé, je pense qu'ils ont aussi pas trop le choix, je pense, des fois. Je ne sais pas comment ça se passe. Je sais pas, franchement, je sais Après, pas. Parce Après, il y a que- un attrait touristique, ils ont tout intérêt à le garder en état. Ce Il qui y a est un- beaucoup plus difficile dans des plus petits patelins. Ouais, où- je pense que... J'ai vu une statistique pour l'Île-de-France. 1 euro investi rapporte 70 euros à la commune. Mhm. Et ça, c'est quand même assez énorme. Enfin, tu te dis, mais... Enfin, ouais, genre, je sais pas... Ah, ça paraît énorme, mais peut-être qu'en face, Ah, ils mais ont d'autres c'est- chiffres. Pour 1 euro investi, ça en rapporte 300, et ben ils misent là où ça en Je rapporte sais pas. 300. Ouais. Peut-être. Ce qui est terrible comme constat, mais Pourtant, ils le disent que Ce oui, qui faire est- vivre les ce artisans, qui faire est vivre les logique, locaux, quoi. ça ramène après, derrière, plus de... Bah, ça paraît normal. Et puis on est quand même un pays avec beaucoup de culture. mhm. Une richesse culturelle, Mais, il est nécessaire. Du qu'on coup, a c'est fait la ça. question, c'est est-ce que la mairie nous a commandé des verres soufflés à Toulouse durables pour leurs réunions, leurs meetings ou leurs trucs? Non, pas du tout. Je pense qu'ils utilisent encore des... Je suis pas sûre que le maire de Toulouse m'écoute, Non, je suis pas sûre. Mais oui, est-ce qu'on a ça? Non, c'est vrai, très peu. Mais même de la demande de location ou d'avoir... On n'a pas, hein. Parce qu'on l'a pas encore développé, mais Non, à mais terme, voilà. on aimerait pouvoir proposer un service de verres soufflés, par exemple, pour une soirée comme ça, une 60aine de verres, avec de C'est la pas mal, ça. consigne. Puisque bientôt les emballages vraiment à usage unique seront supprimés, c'est en 2021, je sais plus quoi, ça a été redécalé. Voilà, il y a toujours l'option du verre, du gobelet en plastique recyclé durable, mais c'est vrai que pourquoi pas louer Et puis aussi même du... pour les mariages du et tout verre. ça, c'est toujours plus sympa. Après, le problème, d'avoir- c'est qu'il y a toujours de la casse. Donc, c'est sûr que sur un verre où ils payent 10 euros de consigne, c'est sûr que bon, bah, je pense qu'ils réfléchissent à deux fois, quoi. Mais Oui, voilà, tu mais le dans mets des pas en fin de soirée, quoi. voilà, mais dans des occasions où il y a peu de risques, Ouais. Concrètement, une personne qui loue 20 ou 40 verres, c'est aussi pour ça qu'on l'a pas encore mis en place, parce qu'on n'a pas encore trouvé on la n'a pas parade. assez de stock pour faire ça pour le Déjà, moment. on n'a pas de stock. Mais on au-delà de aimerait ça, bien un c'est jour. que si quelqu'un met un dépôt de garantie d'un budget de 40 verres, eh ben, il va réfléchir quand même à deux fois. Non, mais le dépôt de garantie peut être que de Mais ça, la part, enfin, voilà. En À toute réfléchir. sincérité, c'est vrai pour tout. Quand Quand on loue un loues une camion solo, Europcar, on paye non, mais c'est 1005. clair. Ouais, exactement, il faut qu'on arrête de... Ouais, Faut arrêter de se dévaloriser. ouais. C'est ça. Franchement, C'est pas une question de dévalorisation, c'est que c'est complexe à mettre en place. Là maintenant, moi j'ai plus peur d'annoncer des tarifs. Là, Mm. quand je m'occupe de devis, là en face, il y a des personnes qui oui, Au début, non, on avait mais peur. aussi, Ouais, ça. non, non. Puis on se dit C'est ah là là, vrai. mais oui c'est vrai c'est cher, mais en fait on n'est pas nos propres clients. C'est pas nous qui allons payer en face. Et en fait tout ce qu'on paye, c'est de courber les chines et de finalement pas atteindre le SMIC qu'on vise. Et du coup, il y a aussi le fait d'avoir un peu le nez là-dedans qui fait qu'on est un peu plus hargneux et qu'on a un peu moins peur. Et voilà, on a un artisanat d'art, c'est rare. Si vous voulez une expertise, c'est temps. Voilà. Il y a d'autres corps de métier dont le prix de l'heure est pas remis en question parce que c'est acquis, c'est comme ça. Parce qu'il y a des fédérations nationales où il y a des syndicats qui ont défini des trucs comme ça. Mm. Là, nous, c'est pas le cas. Mais c'est voilà, il y a Mais un prix de revient et c'est temps. Je pense que ça pourrait être à développer en tout cas, voilà. Mm. La location pour les événements. Après, on a quand même eu une lettre du maire, hein, quand même. Ah, le maire. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit, le maire? Que Bon, après, la presse c'est- s'était fait l'écho D'un de nouvel atelier, l'installation de verre artisanal en ville, qui tenait à nous féliciter pour cette initiative. En soi, c'est très sympa. Après, par contre, je sais qu'ils sont venus inaugurer la place qui est à 50 mètres. C'est pas pour ça qu'ils sont venus nous voir, quoi. Oui, mais il a eu un petit geste de Voilà. lettre. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a été quand même très contents. contents, même si on sait du coup qu'il y a d'autres personnes qui ont eu la même lettre. Mais en tout cas, c'est quand même un geste. On peut pas dire Oui. le contraire. C'est quand même une attention qui fait toujours plaisir, même si Mhm. peu importe le maire ou peu importe le parti, en fait. Voilà. Ok. Bon, on lui donne quand même un bon point. Oui. On lui tape pas trop sur les D'autant os. qu'il y a il y a un devis là qui est dans les tuyaux pour restaurer des globes de lampe de la salle de mariage à l'étage du Capitole. Ouais, donc il vous donne quand même des projets. Il faut que ce soit confirmé, mais en tout cas, Mais si, vous le donnez. le cœur y est. Voilà. Je trouve quand même. Il y a quand même que- une action de... Voilà. on En tout fait cas, pas une faire ça intention, par une même si peut-être ça industrie. donne pas Mm. jusqu'au bout, mais en tout cas, oui, il y a quand même l'intention de demander à des artisans locaux. Donc ça, on peut pas, voilà. Ouais, ils auraient pu justement se tourner vers Baccarat ou Saint-Louis, c'est ça? L'autre? Mais ça, c'est le gouvernement, ça, c'est le président, ça, qui fait ça. Ah ouais,
Qui va dans les grosses industries. Oui, mais lui, il a tout intérêt à faire travailler le plus de gens possible. Eh oui. Alors oui, là, que- l'intérêt de Toulouse, c'est sûr, c'est de faire travailler les artisans de Toulouse, c'est sûr. Il a envie de... Ça me paraît logique, c'est dans l'air du temps. Oui, non, c'est sûr que c'est des belles initiatives. Mais il faut qu'il y en ait encore plus. Ça va venir, c'est une des missions de la FAT aussi de faire avancer tout De ça. la fat. Mhm. Chaque fois qu'on le dit, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. On a des petits badges comme ça. Ça, c'est Mais une- non, vous êtes fait des badges. Hmm En verre Non, Oh malheureusement non. Trop cher, qui c'est qui paye les badges? Avec les... Les cotisations Non, les petites pépites que vous récupérez. Les Mm. petites chutes. Les petites chutes. Et après, vous marquez au marqueur, je sais pas. Non, on se fait un logo comme le nôtre, Ouais, un petit tampon un comme tampon ça. en métal. Ah Que Ça, vous avez c'est- demandé à un ferronnier. Exactement. Oui, voilà. Mhm. Ou un ciseler pour d'avoir quelque chose de précis. Ouais, je pense que c'est faisable. Plus tard, quand la FAT aura demandé sa première adhésion, parce que pour le moment, la FAT n'a pas d'adhérents encore. Ah, Mm. ce que j'allais vous demander aussi, c'est pour être membre de la FAT, comment on fait? Ah bah alors déjà, il faut être artisan d'art. Il y a plusieurs statuts, Il y a, Ah, il y a plusieurs adhérents. il y a plusieurs types de membres. Ouais, de membres, Mais exactement. pour être membre actif. actif, il faut être artisan d'art. Ok. Et c'était aussi ça le but de la FAT, c'était de scinder un petit peu les loisirs créatifs plus. Il y a une nomenclature des métiers d'art qui existe, à laquelle le bureau le conseil d'administration va se référer. Ensuite, il faut justifier d'avoir un atelier, de tout faire soi-même, de pas sous-traiter ou de pas faire de la revente, de s'acquitter de la cotisation, d'être à jour sur la cotisation tout simplement, et d'être dans la région toulousaine. Du coup, là, le T de FAT veut dire Toulouse, mais le but du jeu, c'est que ce soit inclusif. C'est que là, tous ceux qui sont installés ici ont fait l'effort de s'installer en ville, mais c'est que ça permette Il y aura des événements dans Toulouse, il y aura des événements peut-être dans la région, dans le Voilà. département. dans un sens ou dans l'autre, faire venir des personnes extérieures à Toulouse, dans un lieu qu'on aura mutualisé et que la FAT aura réussi à débloquer, ou inversement, que Toulouse s'exporte un peu ailleurs. Pour ça, on aimerait l'aide de la mairie en fait. Ça serait plus sur ça en fait. Sur des lieux, des choses comme ça. Je sais que pour les GEMA, donc certes les ateliers, les artisans ouvrent, mais il y a quelques artisans qui ne peuvent pas ouvrir leur atelier parce que c'est mutualisé, parce qu'ils ont des matières qui coûtent cher et du coup après ils veulent pas que trop de gens viennent. Et du coup je sais que la CRMA et la CMA ont voulu mettre ça en place, mais que ça a été compliqué au niveau de la mairie de Toulouse, des lieux, voilà. Donc ça, là-dessus on pourrait avoir une aide sur les bâtiments peut-être, voilà. Pour les événements, pour la boutique, là-dessus on aurait besoin d'une aide de la mairie. Et on aura cette aide. Et la CMA, elle n'a pas un annuaire de tous les artisans d'art? Oui et non. Alors, si je peux me permettre, l'INMA, là. Mm. Oui. Mais pareil, tout le monde n'est pas dessus non plus, hein, sur l'INMA. Ah non. Tout le monde n'est pas dessus parce que tout simplement, c'est des comptes perso à créer. Ou alors Ok. peut-être qu'à l'inscription, à l'immatriculation de la boîte, il crée automatiquement Tout une est pas- identification, mais après il faut Mettre à jour les- faire le login, on rentre dedans, faut Puis mettre on- une photo, description, blablabla. Puis on a des artisans qui sont dans des couveuses, il y en a qui sont auto-entrepreneurs d'une scope, des choses comme ça. Il y a plein de statuts aussi qui font que tout le monde il n'y a pas un truc qui est vraiment référencé où on trouve vraiment tout le monde dessus. Puis tout le monde n'a pas non plus envie de participer à la FAT et des fois il y a même des gens qui sont inscrits à la CMA mais qui vont pas être pour nous considérés comme des artisans d'art non plus. Voilà. Oui. Oui, parce que CMA, c'est coiffeur. Il y a de boulanger. tout dans la CMA. Ouais. Il y a du bâtiment, il n'y a pas que des métiers d'art, et du coup... Puis rien que même s'ils sont inscrits à la CMA, par exemple, en fabrication de bijoux, nous, si c'est du montage, ils seront pas acceptés à la FAT, en fait. Ok. Donc, la CMA est aussi plus ouverte. plus inclusive, ouais. Ok. Bon, j'en viens à ma dernière question. C'est justement sur l'artisanat d'art. Donc, on a une très très bonne transition. Excellent. Comment vous voyez l'avenir de l'artisanat d'art? Ah, on y croit. On la Radieux. voit belle. Radieux. Comment on le voit en fait, en voyant les initiatives locales un peu de partout. Après, c'est peut-être un peu biaisé parce que nous, on est en plein dedans et qu'on a envie de faire bouger les choses et qu'on voit qu'en face, on a d'autres artisans qui ont la même dalle que nous et qui ont envie de faire évoluer les consciences et faire des événements autour de tout ça.
Après, on sait que ce sera pas simple parce que notre quotidien et le quotidien d'autres artisans d'art, ça va être exactement les mêmes problématiques. C'est qu'il faut être polyvalent et efficace sur tous les fronts et qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, qu'on reste des êtres humains et qu'on peut pas être 100% productif tout le temps. Du coup, mais moi je suis quand même confiant parce que l'époque veut, et grâce au confinement aussi, je pense que ça a peut-être dû exacerber certaines prises de conscience, mais l'époque veut qu'on revienne à des choses authentiques, qu'on revienne à un mode de consommation qui soit peut-être plus local ou plus durable, ou de remettre un peu en question ces choix de consommation. Et les métiers d'art sont en plein là-dedans, parce qu'on est héritier d'un patrimoine très riche, technique et culturel, qu'on va pouvoir transmettre, quoi. Et on sent que le public, au travers des initiations, est déjà réceptif à ça. Donc ça peut que évoluer, et en bien. Moi, c'est pareil, je suis très optimiste. Alors, certes, on est dans le réseau, donc on a l'impression que tout le monde se bouge et tout le monde est intéressé par ça. Mais il y a des éléments qui me font voir que c'est pour de vrai, en fait. Rien que tout ce qui est marketplace d'artisans d'art, on est contacté chaque semaine pour ça, en fait. Donc, on sent quand même que les gens vraiment s'y intéressent de plus en plus, en tout cas là, sur ces derniers mois, ces dernières années. C'est vrai que dans nos clients qui viennent, ils se disent c'est sûr que peut-être je vais acheter un verre de temps en temps et pas 6 d'un coup. Mais il y a vraiment ce retour, voilà, de venir chez l'artisan, d'avoir un produit, on sait où il a été fabriqué, on l'a vu pratiquement. Il a une âme, il a une histoire, un souvenir. Et donc on tend quand même vers ça. Hein. Les gens, ils en ont quand même un peu marre de tous ces objets qu'on revoit dans toutes les maisons ou dans tous les lieux. Donc moi, je suis vraiment très optimiste. Après, oui, c'est sûr que ça va mettre du temps, c'est sûr que ça a un coût et que c'est vrai que les gens, voilà, font quand même attention du coup à leurs dépenses, ça dans tous les cas, mais je pense que voilà, ils sont prêts à dépenser moins mais mieux. Je sais pas si c'est justement parce qu'on est dans ce milieu-là, mais moi je trouve qu'il y a une certaine fierté quand les gens te disent il est trop beau ton objet, de dire ouais, il a été fait par un artisan et tout. C'est l'histoire, c'est ouais, ça, complètement. C'est ça. Et enfin, moi j'ai mon histoire de sac à main que j'ai fait refaire, j'étais trop fière et j'avais trop envie d'en parler à tout le monde. Je vous ai découvert par Noémie qui a le podcast de Métropolite, qui a montré aussi ses verres et qui était trop fière d'avoir fait ses verres. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment peut-être aussi ce qu'on reproche aux réseaux sociaux, mais qui au final vous sert, c'est on a envie de montrer sa vie, donc on a envie de montrer qu'on est allé chiner le petit artisan qui va nous faire un petit truc très sympa. Donc ouais, je pense que ça évolue. On a un peu plus honte de dire oh là là, j'ai trouvé des verres chez Ikea très sympas. Mais c'est clair, c'est totalement ça. Et oui, et on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir Instagram, d'avoir tout ça qui nous permet de nous faire connaître, qui c'est sûr, hein. Bah, rien que toi, et on en a beaucoup, hein, donc... C'est... Je trouve que vous êtes assez bon sur les réseaux sociaux. Je sais pas combien... Tu trouves ? Bah, je sais pas. En fait, en tout cas, vous savez bien mettre en avant vos créations. Et je sais pas combien vous avez d'abonnés, j'ai pas regardé. Pas beaucoup, hein. On commence sur Insta, on a fait les 2000, il y a pas longtemps. 2003, je crois. Franchement, c'est pas rien. Ah ouais, tu trouves ? Non, franchement, 2312. C'est franchement bien. Ok. On n'a jamais rien payé du tout pour les avoir. Sachant que si vous avez jamais fait de sponsorisé et tout ça, jamais fait de communication presse, franchement, c'est top. Hein. Félicitations. Vous avez un beau compte Instagram. Merci. C'est sympa. Après, on a la chance d'avoir des collections et un travail qui est visuel, donc en fait, c'est sûr que c'est... Oui, mais c'est un peu le cas de tous les artisanats. Ça vous arrive de faire des ventes par Instagram ? Oui. Ça, après, on a la chance d'être deux, donc en fait, on a la chance, c'est vrai qu'il y a peut-être des artisans qui sont aussi tout seuls pour gérer tout. Nous, on a la chance d'être deux, et du coup, moi, je m'occupe quand même pas mal de ça, donc c'est sûr que c'est une chance aussi, quoi. Oui. Mais après, ça reste quand même assez rare sur le post Insta, entre le nombre de likes et le nombre de personnes qui disent sûr. « Ah, c'est trop beau » et le nombre de personnes qui vont vraiment demander combien ça coûte, et puis le nombre de personnes qui vont ensuite vraiment aller jusqu'à la commande, c'est sûr, dérisoire. Ça réduit. Mais heureusement, parce que sinon on ne pourrait pas suivre. Ouais. En fait. Et puis on se dit qu'on a aussi plein de trucs à développer. Peut-être qu'on va lancer un petit e-shop aussi, parce que du coup, c'est vrai que les gens qui nous contactent sur Instagram, du coup, c'est par mail, c'est un peu long, c'est un peu fastidieux, donc c'est sûr que ça doit un peu
Oui, surtout si vous développez des collections, c'est assez facile. Mais Instagram, ils ont développé le... Article. Ouais, je vais bosser dessus là, cet été. Ouais, c'est prévu. Après, c'est pareil. Hein. Tout prend du temps, surtout que nous, toutes nos formes, on souffle pratiquement rien au moule, donc tout a des hauteurs, des dimensions un peu différentes. On n'a pas fait pas pour toutes les collections. En tout cas, des collections, il n'y a pas de gamme colorée. On prend ce qu'on a en couleur et on fait. Donc là, il va falloir qu'on se calibrer. Exactement. Pour Internet, en tout cas, on va avoir besoin de ça. Puis après, ça prend quand même du temps, voilà, après, hein, de faire les envois, voilà. Tout prend, voilà. Mais c'est sûr que ça vaut le coup. Et c'est sûr que oui. Nous, le bouche à oreille et les réseaux sociaux, c'est notre com. Hein. Nous, on n'a jamais payé de gros journaux, de gros magazines. Hein. Donc, voilà, nous, on fait comme on peut avec les moyens du bord. Mais c'est assez impressionnant, je trouve. Parce que le nombre d'artisans qui me disent je galère à me faire connaître, je galère à percer sur Instagram, je passe pas la barre des... Enfin, moi, ça va faire 1 an que j'ai mon podcast, j'ai toujours pas passé la barre des 1000. Hein. Je pense aussi qu'il y a il y a un enjeu de relation client aussi, que vous avez quand même l'air d'avoir assez rodé, mais... Après, ça a pris du temps aussi. Hein. Là, je sais que là, maintenant, en ce moment, je trouve que ça va vite. Sur Instagram, on a fêté les 2000 il y a pas longtemps. Et là, on a déjà eu 300 personnes de plus. Donc là, on sent que maintenant, au début, c'est sûr que la première année, bon, c'est plus difficile. Hein. Là, on sent que ça va plus vite maintenant. Ouais. Mais bon, ça sert aussi à ça, les échanges. Et nous, on essaiera de te faire connaître aussi, on mettra un post et inversement. Et il y a d'autres boutiques où ça a été comme ça et d'autres sites, voilà, on essaye aussi, voilà. Oui, c'est un échange de visibilité. C'est que tu dis, si les gens me suivent, c'est qu'ils sont intéressés par l'artisanat, donc ils vont être intéressés par aussi cet artisanat. Donc toi, je vais communiquer. Et puis tes autres artisans que tu auras. Ouais, c'est clair. Comme vous l'entendez, nous avons oublié d'enregistrer les merci et les au revoir. Nous étions trop pris dans notre conversation qui a dévié sur moi et sur le podcast. Je le fais donc maintenant. Merci à Patricia et Thibaut pour leur temps, pour leur gentillesse et pour tout ce qu'ils m'ont appris encore une fois. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que l'histoire de Patricia et Thibaut vous aura inspiré. Vous pouvez continuer à m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. Un grand merci à Quentin Bly qui a réalisé le montage musical de cet épisode et de l'épisode d'introduction du mois. À bientôt avec une nouvelle histoire.